Bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre nouveau webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur l'adoption des paiements numériques en RDC. Je suis Kate Assi-Okwe, en charge de la communication et du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting. Alors avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la session questions et réponses. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, de vous présenter MSC en quelques mots. MSC est une société de conseil internationale spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar. Depuis l'année 2020, nous avons également ouvert des antennes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en RDC. En condensé, nous dirons que nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi des acteurs de l'écosystème entrepreneurial à travers l'Afrique et l'Asie pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Alors, nous offrons également des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées provenant de nos travaux de recherche sur le terrain qui sont, autant que possible, enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Notre expérience, nous la partageons également à travers l'Institut ELIX qui est notre organe de formation. Hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques en présentiel, principalement à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec. Alors, assez parlé, je vais passer la parole à Ruki Abdul, consultant à Microsafe Consulting, qui aura la lourde tâche de modérer ce panel. Ruki, tu as la parole. Merci beaucoup, Kate, pour cette présentation. Alors, je suis Ruki Abdul, je suis consultant à Microsafe Consulting, actuellement engagé dans les questions de la finance digitale et les questions de la transformation digitale. Et aujourd'hui, j'ai cette responsabilité de modérer le panel d'aujourd'hui. Et nous aurons comme point pour le webinaire d'aujourd'hui de poser d'abord le contexte global de la compréhension du paiement marchand en RDC. Et nous ne serons pas longs, nous allons directement lancer le panel avec des éminents panélistes qui ont accepté de répondre à cette invitation. Et puis, nous allons clôturer avec une session de questions-réponses. Comme contexte global aujourd'hui, nous savons qu'actuellement en RDC, le taux d'inclusion financière reste encore faible comparativement à d'autres pays de l'Afrique francophone ou les pays d'Afrique centrale. Alors, pour pousser un peu la compréhension sur les comportements des paiements marchands, il était important pour nous de pouvoir analyser le comportement et en même temps de marchands et de la population sur ce qui est du paiement marchand. Parce que nous sommes dans un environnement où l'écosystème des fintech est en pleine évolution, mais on remarque quand même certaines frictions en termes d'adoption et d'usage.
avec certains défis qui sont observés au niveau de la RDC, que ce soit au niveau d'implémentation de points de vente ou d'accessibilité au paiement marchand, que ce soit aussi du comportement de la population congolaise sur ce qui est de l'adoption, avec tout ce qui est de l'environnement, de l'infrastructure en RDC, mais aussi de l'adoption aux côtés du régulateur qui doit accompagner aussi les initiatives au niveau de l'écosystème des FinTech. Alors, le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif de réfléchir ensemble de comment appuyer le fournisseur des services de paiement marchand à identifier les facteurs de succès et les problématiques qui entravent l'adoption et l'usage des paiements marchands en RDC, mais aussi avec les panélistes présents aujourd'hui, fournir des solutions ou des recommandations stratégiques et opérationnelles afin d'aider ces fournisseurs à construire des réseaux marchands accepteurs qui sont durables à long terme, mais aussi pour corollaire de fournir des utilisateurs potentiels qui nous suivent de certains comportements ou attitudes à avoir par rapport à l'adoption et l'utilisation des services marchands. Alors, nous avons mené une étude en 2019 sur les paysages des FinTech, donc ces entreprises qui sont à vocation technologique et qui offrent des services similaires aux services financiers, et spécialement sur ce qui porte sur la RDC. Nous nous sommes rendus compte que la majorité des FinTech congolaises se concentrent sur des paiements marchands et peu sont dans d'autres services dédiés aux FinTech. Et la cible première pour ces FinTech qui sont dans les paiements marchands, dans le e-commerce, sont les PME, et les autres secteurs de l'économie congolaise sont laissés pour compte. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons autour de la table des spécialistes, des experts, des professionnels qui vont nous partager leurs expériences, et je serai ravi d'avoir vos questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans la boîte juste à droite où on écrit questions. Vous pouvez juste écrire votre question et à la séance des questions-réponses, nous pourrons vous répondre. Alors, sans plus tarder, je serai, comme je l'ai dit, le modérateur de cette discussion, de ce panel. Alors, j'ai avec moi Monsieur Boni Maya. Est-ce que Monsieur Boni Maya, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis là. Je suis Boni Maya, fondateur de eMart et de Tinda. Je suis également coordonnateur du salon e-commerce et FinTech. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Maya. Je suis aussi avec Madame Belinda Atundu. Madame Belinda, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, oui, je suis Belinda Atundu. Je suis Process et Project Manager dans une FinTech qui s'appelle Flash Service. Voilà. Merci beaucoup, Madame Belinda. Enfin, nous sommes avec Monsieur Jordan Omalokolo. Monsieur Jordan, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi? Bonjour, cher Rocky. Je suis Jordan Omalokolo. Je suis directeur général de Malabar Digital, une agence digitale qui accompagne ses clients et partenaires dans leur transformation digitale. Merci beaucoup, Monsieur Jordan. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre panel parce que je sais qu'il y aura assez d'éléments dans ces panels, alors nous dédions beaucoup plus de temps sur ces panels. Alors, d'entrée de jeu, je vais m'adresser rapidement à Monsieur Boni. Si aujourd'hui nous pouvons parler des acteurs qui sont dans le paiement marchand, quel est le profil des marchands
que vous faites dans la ville de Kinshasa ou en RDC généralement? Alors, généralement, aujourd'hui, les marchands que nous avons, c'est ceux qui sont dans les commerces au détail. Tous ceux qui ont des shops, tous ceux qui ont des shops à travers la ville ou à travers la RDC. Nous avons également les prestataires qui sont dans les domaines de HoReCa, donc hôtel, restaurant, catering. Nous avons également certains e-commerçants qui sont soit dans les dropshipping, soit dans la vente de leur production locale. Nous avons, je peux citer aussi les services de divertissement, comme les cinémas, comme les espaces récréatifs. Et puis nous avons d'autres fournisseurs de services, comme les assureurs, les hôpitaux, les compagnies d'aviation, qui font également qui acceptent également des paiements marchands. Donc d'entrée de jeu, voici les quelques marchands que je peux citer. Merci beaucoup pour cet élément. Alors, je m'adresse rapidement à M. Jordan. Est-ce que ce profil, il est le même dans d'autres provinces de la RDC? Parce que je me permets de dire que Kinshasa, quand même, serait atypique par rapport au profil de marchands. Oui, ça c'est totalement vrai. Et moi également aussi, je suis à Kinshasa. Il y a tous ces profils-là. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que la plupart de ces profils, ce sont des gens aussi qui sont dans l'informel, qui n'ont pas légalisé leur entreprise. C'est ces marchés-là, je pense, qui est beaucoup plus grand que les autres marchés. Exactement. Merci beaucoup. Alors, oui, la RDC aujourd'hui, un pays qui présente beaucoup d'opportunités en termes de paiement marchand, parce que nous avons observé qu'avec l'avènement de la pandémie COVID-19, beaucoup de pays ont adopté des solutions de paiement marchand, et les pays qui étaient en retard, cela s'est remarqué et qu'ils étaient obligés de mettre en place des mesures de résilience qui, pour certains, avaient pris beaucoup de temps pour l'adoption. Alors, moi, je me tourne vers Madame Belinda. Selon vous, quelles sont les opportunités que présente la RDC en termes de paiement marchand? Merci Rocky. D'après un recensement de la NAPI, il y a 16 millions de potentiels marchands en RDC. Donc le potentiel est grand, car je pense que nous sommes très loin d'avoir adressé toute cette base. Donc vraiment le potentiel est encore très grand. Merci beaucoup. Alors, si nous devons un peu circonscrire ces opportunités, Monsieur Jordan, juste pour revenir encore à vous, si on doit aujourd'hui circonscrire les opportunités, comment est-ce que pouvez-vous les partager par secteur ou par domaine pour donner une idée par rapport à un secteur où il y a plus de flux de paiement pour qu'on puisse exactement y apporter solution en apportant les solutions de paiement marchand? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon point de vue, il est toujours du côté du client. C'est ça mon prisme. Parce que moi, dans la vie de chaque jour, j'ai l'habitude de travailler avec des commerces, je travaille avec des PME, et on sent que l'envie est là. L'envie est là, mais il y a les plus grands soucis de toutes les entreprises avec qui je travaille, c'est plutôt l'accessibilité. C'est le fait qu'ils se demandent, mais bon, est-ce que nos clients ils sont intéressés par ces modes de paiement? C'est lié beaucoup plus à l'accessibilité. Mais en ce qui concerne toutes les opportunités, je pense que Madame Belinda ou Monsieur Boni, qui ont un point de vue, je dirais, qui ont les mêmes prismes, qui est celui de FinTech, je pense que c'est eux qui peuvent donner une réponse qui sera beaucoup plus qualitative. Voilà.
Monsieur Bonny, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, s'il vous plaît? La question, c'est sur le domaine, qui fournit la plus grande masse financière, c'est ça? Exactement. Il y a les plus d'opportunités de paiement marchand. Oh, bon, là, il faut le regarder sur les chiffres. Par intuition comme ça, on peut dire le commerce au détail. Mais il faut regarder les chiffres, parce que je ne maîtrise pas les chiffres comme Mme Belinda l'a mentionné sur les 16 millions de potentiels marchands. Mais encore, il faut regarder les chiffres par secteur d'activité. Ça, malheureusement, je ne l'ai pas. Oui, je reste avec vous, Monsieur Bonny, sur une question que nous avons toujours avec nos participants, sur ce qui est du comportement des fintechs en RDC. Parce qu'aujourd'hui, avec environ 100 millions d'habitants, pourquoi les activités de fintech en RDC n'ont pas assez d'impact ou ne décollent pas? Oui, c'est vrai que ça ne décolle pas, ça avance à petit pas, parce qu'il y a un grand nombre de jalons à parcourir ou à poser. Déjà, il y a le côté manque d'incitation du régulateur. Au niveau de la FinTech, le régulateur principal, c'est la Banque centrale, qui est censée promouvoir le développement de FinTech pour ensuite, par là, faire avancer l'inclusion financière. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui prouvent qu'il y a encore un manque d'incitation. Nous avons un autre frein au sujet du taux d'alphabétisme, l'alphabétisation qui est très bas, ce qui fait que l'appropriation est très difficile. Il faudrait que les plateformes FinTech puissent également en tenir compte et développer des plateformes multilangues. Dans notre pays, nous avons plusieurs langues nationales. Nous avons le français, nous avons les Chiluba, nous avons le Swahili, le Lingala, le Kikongo. J'espère ne pas avoir oublié. Donc, il faudrait que les FinTech puissent voir dans quelle mesure leur plateforme, leur réponse à l'ère USSD puissent tenir compte de ces différentes langues et communiquer en langue de leur cible. Nous avons également cette crise de confiance par rapport à la vente en ligne, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ligne au sujet de la vente. Et il se fait que la confiance collective, elle est très très basse. Donc il faudrait analyser cet aspect-là et voir comment y remédier. Il y a également le côté tchatcheur. Moi, j'aime toujours dire que de notre côté, nous sommes des Bantous et les Bantous, ils aiment bien dialoguer avant de pouvoir acheter. Donc, ils aiment bien rencontrer les vendeurs, discuter avec les vendeurs, poser toutes les questions autour du produit avant de pouvoir débourser de l'argent. Et pour certains cas même, ils obligent à palper le produit avant de sortir de l'argent de leur poche. Donc, il y a ces aspects-là qui freinent quand même cette éclosion de FinTech en RDC. Mais il y a aussi deux autres aspects. Il y a ce qu'on appelle les zones blanches. Il y a les zones blanches côté MNO, donc il y a les zones blanches côté telco. Les sociétés de télécommunications n'arrivent pas à certains endroits à travers la République, ce qui fait que ces villages-là ou ces parties-là de la République n'ont pas accès aux solutions USSD pour effectuer les transactions. Et ni les banques non plus. Il y a beaucoup plus de zones blanches côté bancaire. Beaucoup de villes, beaucoup de cités qui ne sont pas couvertes par les banques, qui n'ont aucune agence bancaire. Et de ce fait, les populations de ces différentes cités sont mises à l'écart pratiquement du processus bancaire. Et il faudrait réfléchir comment les FinTech peuvent, par exemple, saisir cette opportunité-là et voir dans quelle mesure installer soit des points marchands avec des petits shops qui existent et voir dans quelle mesure déployer leurs solutions. Et il faut savoir aussi que les FinTech ont tout à jouer, ont une très bonne carte à jouer par rapport aux zones blanches bancaires. Parce que là où une banque, quand je prends la cité de Massimanimba par exemple, pour une banque s'installer à Massimanimba, ça coûterait 50 fois plus cher que si une FinTech essaie de mettre en place un réseau
d'agents pour ces différents services de paiement. Donc, les fintechs ont une carte à jouer par rapport à ces différentes difficultés, mais ça reste quand même des freins considérables pour l'éclosion du paiement en RDC. Merci beaucoup pour ces éléments, M. Boni, parce que aujourd'hui, quand même, nous pouvons dire que le comportement de partenariat entre les fintechs, les opérateurs de téléphonie mobile et les banques est quand même différent de certains pays qui se trouvent dans la partie Afrique francophone, où aujourd'hui, les fintechs ne sont pas considérés comme de concurrentes, mais qu'on les utilise pour pouvoir même couvrir des zones que vous appelez ces zones blanches-là, qui ne sont pas encore couvertes par soit les institutions financières typiques, classiques, ou soit par les opérateurs de téléphonie mobile. Et je pense que c'est un point important sur lequel les acteurs de l'économie digitale en RDC devraient quand même réfléchir pour quand même se mettre d'accord sur certains éléments. Mais je n'ai pas encore fini avec vous, M. Boni. Est-ce que, juste deux points par rapport à votre intervention. Est-ce que vous pensez que les fintechs actuels ne parlent pas suffisamment avec la population? Ou sinon, quelles sont les solutions que vous pouvez leur proposer pour qu'ils puissent arriver à atteindre les derniers consommateurs du cercle? Oui, comme j'ai dit déjà, il faudrait envisager la possibilité d'avoir des différentes, soit des applications mobiles, soit des réponses USSD en langue traditionnelle de la RDC, en langue locale bien sûr, de certaines villes qu'ils ciblent, mais aussi tenir compte des aspects de vie locaux, le pouvoir d'achat, les habitudes d'achat, ainsi de suite. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que en termes de paiement, en termes de transfert électronique, les plus grandes activités sont les cash-in et les cash-out. Donc la recharge et les transferts pour sortir de l'argent par la suite. Mais comment entre la recharge, ou comment après la recharge faire en sorte que cette manne d'argent qui se trouve dans le wallet ou en circulation à travers les canaux digitaux puisse servir pour faire des paiements. Alors là, il faut réfléchir, vraiment aller dans les aspects de vie au quotidien, l'achat du pain, l'achat du carburant, le paiement des frais scolaires, les paiements des frais de transport, ainsi de suite. Et tout cela en trouvant la clé, bien sûr, parce que qui dit proposer ces solutions dit aussi convaincre les différents partenaires à pouvoir vous intégrer dans les réseaux. Quand je dis payer les transports via la monnaie, soit la monnaie d'une fintech, soit le mobile money ou le mobile banking, c'est signer des deals avec les transporteurs, par exemple, signer des deals avec des boulangeries, signer des deals avec des réseaux pharmaceutiques, des réseaux d'hôpitaux, ainsi de suite. Donc, il ne faudrait pas signer avec un acteur dans son coin, mais signer avec des réseaux d'acteurs. Et c'est ces réseaux d'acteurs qui feront en sorte que voilà, qu'on puisse avoir le plus grand volume de transactions possible à travers ces aspects de vie. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments, M. Boni. Je me tourne rapidement vers Mme Belinda, qui est beaucoup plus dans les paiements marchands. Dans vos observations, le Congolais a une préférence au cash. Vous êtes impliqué dans tout ce qui est transfert d'argent vers l'international, la gestion des remittances, et la question est par rapport quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour quand même attirer plus de personnes à utiliser vos services alors qu'on sait qu'ils ont quand même cette préférence au cash? D'abord, j'aimerais revenir sur la question 3, où on parlait de 90 millions d'habitants et pourquoi est-ce que les activités des fintechs ne décollent pas. Je pense qu'il faut déjà relativiser ces chiffres. Sur ces 90 millions, environ la moitié a moins de 15 ans et seulement 15% de ces 90 millions fait partie de la population active.
Donc, c'est vrai que 90 millions, ça fait rêver, mais ce n'est pas la base adressable. De plus, il y a tout ce problème d'infrastructure, d'accès aux smartphones, parfois d'électricité, aussi comme M. Boni a dit, les zones blanches qui font qu'on a du mal à atteindre les zones rurales. Et je dirais aussi, j'ajouterais qu'il y a aussi un problème culturel. On a une culture de cash. Hein, je pense que c'est sûrement pour ça qu'il y a une différence entre le succès de M-Pesa au Kenya et en RDC. Et je pense que ce sont des choses qui font que les activités du FinTech ont du mal à décoller en RDC. Ce sont des choses que l'on devrait adresser pour permettre d'augmenter ce type d'activité. Merci beaucoup. Et sur ce qui est de l'accès, de la sensibilisation, comment est-ce que vous y prenez pour que les gens qui ont cette appétence et la préférence au cash puissent quand même basculer vers les paiements marchands? Nous, personnellement, comme on a une plateforme d'agrégation où la plupart des moyens de paiement se retrouvent, c'est cette facilité que l'on offre aux gens, d'éviter de se déplacer pour pouvoir effectuer des paiements, faciliter les paiements avec les différents mobile money et le transfert d'argent que l'on peut aussi faire. Mais comme j'ai dit, j'avoue que dans certains cas, les gens préfèrent, la culture du cash est assez forte, les gens préfèrent prendre leur cash et faire comme M. Boni, je pense, l'avait mentionné, il y a beaucoup d'activités de cash-in, cash-out et n'utilisent pas vraiment les moyens de paiement pour effectuer des paiements en tant que tels. Mais je pense que c'est un travail d'éduquer la population, de leur faire comprendre les avantages. Il y a le gain de temps, la perte, éviter les voleurs. Hein, si vous vous baladez avec votre cash, si vous circulez avec votre argent cash, on peut vous voler, que c'est plus sécurisé que d'effectuer les paiements de manière digitale. Mais j'avoue que c'est assez difficile de changer le mindset, mais on essaie. D'accord, merci beaucoup, Madame Belinda. Alors, je me tourne vers Monsieur Jordan. Aujourd'hui, en tant que spécialiste dans le digital ou en tant que consommateur de paiements marchands, quelle est votre analyse par rapport à la proposition des valeurs de fournisseurs de paiements marchands en RDC? Est-ce que la valeur y est pour qu'il y ait l'adoption? C'est ça le questionnement. Monsieur Jordan, vous nous entendez? En attendant que Monsieur Jordan soit de retour, est-ce que Monsieur Boni, vous pouvez rebondir sur la question, s'il vous plaît? Oui, sur cette question, je crois que Mme Belinda vient déjà d'initier une réponse. C'est qu'on a moins de risques à gérer l'argent électronique que l'argent en billets, en nature, en cash. Gérer l'argent électronique nous met quand même nous couvre par rapport aux pertes, par rapport au vol. C'est très difficile et nous avons même une réduction de coûts que dans la gestion du cash. Parce que quand on gère le cash, il faut avoir la sécurité autour, il faut avoir un coffre autour, il faut avoir des caméras, vidéosurveillance, ainsi de suite. Alors quand on gère l'argent électronique, on a juste besoin d'avoir des mots de passe ou des OTP pour pouvoir effectuer les transactions ou se connecter via son gestionnaire en ligne. Mais il y a aussi l'aspect réconciliation, parce que quand on gère des transactions digitales, on fait des réconciliations immédiates. Donc, au bout de quelques clics, on sait exactement combien se trouve en cash dans les comptes et combien a été encaissé aujourd'hui, hier, ainsi de suite. Et on a une canalisation de vente où on sait faire de filtres de recherche assez facilement. Donc, on sait savoir, voilà, nous avons autant qui sont entrés par M-Pesa, autant qui sont entrés par Airtel Money, autant qui sont entrés par carte bancaire, ainsi de suite. Et nous savons appuyer sur lequel des leviers pour
recevoir le plus de transactions possible ou pour faciliter également les clients à pouvoir nous envoyer leurs paiements. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de recevoir de l'argent électronique que de gérer du cash. Merci beaucoup, mais je reviens sur ce point, Monsieur Boni, parce que j'étais en discussion avec un des compatriotes en RDC qui essaie un peu quand même de se mettre du côté de l'utilisateur de paiement marchand. Alors, voici son point. Les frais de commission sont pour la plupart entre 2 et 3,5% des transactions et que d'autres disent que la qualité ne suit pas. Est-ce que vous pensez qu'avec une population déjà qui a cette préférence-là au cash, ces niveaux de frais les encouragent-ils à consommer ou à utiliser vraiment les paiements marchands? Bon, je rirai en disant que nous n'avons pas encore Wave à Kinshasa pour casser les prix. Exactement, bon, parce qu'en Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est une autre affaire. Oui, mais bon, il faut aussi regarder côté qualité de service. Plus la qualité est élevée, plus les prix sont élevés parce que derrière ça, les fintechs ont des très grosses charges à payer. Non seulement à payer pour gérer, pour entretenir leurs agréments au niveau des régulateurs, Banque centrale et RTC compris, mais aussi au niveau de la gestion fiscale, au niveau de tout ce qu'il faut payer comme autorisation pour faire tourner leurs affaires. Mais aussi, nous savons que les fintechs, par exemple, elles s'appuient sur les sociétés de télécommunications ou bien sur des banques qui ont déjà des frais de commission qu'elles imposent. Donc, les fintechs doivent juste grappiller au-dessus quelques petites marges pour pouvoir travailler. Mais en regardant cela, il faut aussi se poser d'autres questions. On connaît bien PayPal, on sait tous quel est le pourcentage de PayPal. Il est beaucoup plus élevé que nos fintechs locales, mais on utilise toujours PayPal. Donc, vous voyez, la qualité a un prix. C'est vrai que les commissions sont très... C'est vrai que les commissions sont très élevées pour l'instant, mais quand il y aura beaucoup plus d'acteurs, plus il y a des acteurs, plus les prix baissent et plus la population gagne. Donc, c'est comme dans tous les différents marchés, quoi. Merci beaucoup, M. Boni. Alors, je vois que M. Jordan, il est de retour. M. Jordan, ce qui est vrai, je ne veux pas parler de la hausse récente des taxes en RDC dans le domaine de la téléphonie mobile, mais juste une question de curiosité. Pensez-vous que le niveau de commission élevé de transactions de paiement marchand, l'État congolais avec les taxes est lié aussi pour quelque chose? Bon, là, la question, elle est difficile à répondre. Mais ce qui est sûr déjà, c'est qu'il faut introduire de solides cadres de protection des consommateurs et adapter les autorités de réglementation et de supervision en exploitant notamment les nouvelles technologies comme la RegTech. Donc, ce qui est sûr est que déjà l'État congolais a un grand rôle à jouer à l'essor de toutes ces startups qui sont dans le secteur de la fintech. Okay, merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Madame Belinda sur ce qui est de la qualité d'appui des services de support. Comment est-ce que vous jugez, parce que de mon observation sur le comportement des utilisateurs de paiement marchand, il y a cette question-là qui revient toujours dans la gestion des incidents. Oui, ils se disent qu'à chaque fois qu'ils rencontrent des problèmes, ils ont du mal quand même à avoir des solutions, soit c'est une carte qui ne marche pas, ou soit c'est un code qui à chaque fois, il y a toujours des compensations qui peuvent se faire derrière. Alors, selon vous, comment est-ce que vous qualifiez la qualité d'appui de fournisseurs aux clients en cas de gestion des incidents en RDC? Je dirais que la gestion des incidents reste un des freins majeurs à l'adoption et à l'utilisation des solutions de paiement marchand. De manière générale, le processus de réclamation sont fastidieux.
Quand les gens ont des problèmes avec un paiement qui n'est pas passé, si quelqu'un doit attendre 48 heures ou 72 heures pour être remboursé, ce n'est pas du tout commode. Et effectivement, éventuellement, ça pousse les usagers à revenir au cash. Pour moi, ce qu'il faudrait, c'est harmoniser les SLA entre les partenaires, c'est-à-dire le SLA de la banque pour qu'à notre tour, on ait un bon SLA avec le client final. Parce que si déjà on doit attendre 2 jours pour avoir un retour d'un opérateur de téléphonie ou une banque, pour c'est autant de temps que l'utilisateur final devra attendre. Et donc, effectivement, pour moi, c'est un des freins. C'est un problème que l'on doit régler. On doit chercher vraiment l'harmonisation de ces SLA pour améliorer la gestion des plaintes des clients. D'accord, merci beaucoup. Oui, je suis d'accord avec vous qu'on doit mettre quand même ces accords de niveau des services, le Service Level Agreement, pour s'assurer, s'accorder avec les clients utilisateurs finaux de la qualité des services. Mais après, je me demande pourquoi le fournisseur de solutions de paiement marchand en RDC sont ceux qui offrent des lignes d'appel vert. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec l'expérience que j'ai dans d'autres pays, c'est une façon de mettre quand même un canal de communication facile entre le fournisseur et les clients finaux, Madame Belinda. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question, vous pouvez répéter? Oui, je parlais de l'accessibilité ou cet accès à une ligne d'appel de numéro vert. Parce que pour moi, je me dis avec les stratégies des autres fournisseurs dans d'autres pays d'Afrique francophone, c'est un canal plus simple d'être en contact direct avec l'utilisateur final quand il rencontre de problèmes. Parce que pour moi, je trouve que c'est quand même contraignant pour l'utilisateur congolais de paiement marchand qui, en cas de problème, il doit appeler un numéro et qui doit encore engager des frais pour être en contact avec le fournisseur. Quel est votre point de vue? C'est vrai qu'une ligne verte, ça permettrait une meilleure gestion parce que c'est vrai que si le client n'a pas les moyens de rappeler, de faire le suivi de sa plainte ou est déjà dérangé par le fait qu'il ait perdu son argent ou n'a pas accès à son argent, c'est vrai qu'une ligne verte pourrait être une solution. Mais comme je dis, je répète encore, je pense que ce ne serait pas la solution unique parce que surtout avec nous qui intégrons, qui travaillons avec les opérateurs de téléphonie ou les banques, ce sont deux différents systèmes qui peuvent avoir des problèmes à des moments différents. Donc, on doit s'entendre si le problème vient du système de la banque ou de l'opérateur ou d'une autre. C'est ce temps de réconciliation, de vérification qui fait que, qui traîne en général, qui fait que le client final subit ce désagrément. Et vraiment, j'insiste, si on pouvait déjà être aligné à notre niveau avec les partenaires pour avoir un temps de réponse rapide, à son tour, le client aurait une réponse rapide. Parce que si on met en place une ligne verte, mais que ça prend 2 jours pour le rembourser, même s'il peut appeler 5 fois par jour, il n'aura pas de solution à son problème. Merci beaucoup, Madame Belinda. Je vais rapidement me tourner vers Monsieur Boni, qui est un acteur très important sur ce qui est du commerce, du e-commerce en RDC, et je le signale, qui est aussi le coordonnateur du salon de e-commerce à Kinshasa, un événement très réussi auquel aussi je participe. Mais étant un acteur actif et incontournable
selon vous, comment est-ce que vous jugez le partenariat entre les opérateurs de téléphonie mobile et les fintechs qui se positionnent comme des offreurs, de fournisseurs d'autres services, mais surtout sur ce qui est de l'accès aux API. Parce que certaines fintechs avec lesquelles je cause, même des développeurs, à chaque moment quand ils arrivent à l'étape de la connectivité entre leur plateforme aux plateformes des opérateurs de téléphonie mobile, c'est comme si c'est un autre cycle, c'est un autre calvaire qui commence. Selon vous, comment est-ce que vous appréciez ce partenariat et quelles pourraient être des solutions pour qu'il y ait la tech ou le décollage des fintech congolaises? Avant toute chose, j'aimerais quand même revenir sur la question sur le numéro vert. Qui dit numéro vert, pour que ce soit beaucoup plus facile, il faudrait que ce soit un numéro court. Nous savons que les numéros courts, l'obtention d'un numéro court est taxée de, je crois, $5 000 à l'acquisition par l'ARPTC avec renouvellement, je crois, chaque année, à $5 000. Et cela voudra dire que les fintech devront payer ça pour obtenir un numéro court, qui serait un numéro vert. Et cette somme d'argent, ils vont l'imputer également sur les frais de transaction, ce qui veut dire que les pourcentages vont aussi augmenter. Donc, plus on améliore la qualité du service, plus ça va remonter. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Voilà. Aussi, oui, par rapport aux fintech, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de fintech en RDC. Et chaque jour qu'il y a une fintech, celle-ci tente de se diriger vers les banques et les télécoms pour pouvoir obtenir leurs API et développer des solutions. Mais ces banques et ces télécoms n'ont pas que ça à faire. C'est vrai qu'ils ont les API, mais ils n'ont pas que ça à faire, recevoir les fintechs chaque jour et pouvoir tester les différentes intégrations possibles. Par contre, nous avons aujourd'hui des intermédiaires qui développent, qui ont déjà des API disponibles et qui développent des plateformes intermédiaires pour pouvoir aider certaines fintechs à pouvoir juste se greffer sur eux ou sur elles. Je donnerai les exemples par exemple de MFS, de Myriad ou de FreshPay. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller vers des banques ou des télécoms pour pouvoir avoir les API aujourd'hui. Forcément, vous pouvez passer par ces différents intermédiaires qui, eux, déjà ont travaillé pour avoir ces API, qui les ont disponibilisés via leurs interfaces et qui peuvent déjà vous faire gagner du temps en vous donnant ces différentes API afin que vous puissiez développer vos produits. Donc, c'est aussi ça les réalités du marché. Donc, les banques ne sont pas là que pour travailler à vous donner des API aux fintech. Elles ont déjà donné des API à d'autres institutions qui sont disponibles et qui sont disposées à travailler avec les fintech qui existent. Certes, ces institutions vont également imposer leur pourcentage sur les différentes transactions, mais bon, c'est un gain de temps et stratégiquement, quand une fintech devient très grande par là, elle peut elle-même aussi sauter maintenant ces intermédiaires pour pouvoir négocier directement avec les différents fournisseurs des API qui sont les telcos et les banques. Mais pour l'instant, quand elles sont petites, elles sont obligées de travailler avec ces intermédiaires. C'est un gain de temps énorme. Merci beaucoup. Je note ça. Donc, de nouvelles fintech qui naissent devraient plutôt s'appuyer sur des intermédiaires qui sont déjà sur le marché et qui ont déjà acquis ces API qui sont déjà opérationnels que toujours de vouloir se connecter directement avec les grands opérateurs de téléphonie mobile, avec tous ceux qui ont comme exigence en termes de sécurité, en termes d'infrastructure technique. Oui, c'est un très bon point. Alors, oui, M. Jordan, je ne vous ai pas oublié. Rocky, en termes de sécurité, en termes de business case aussi, parce que certaines télécoms vont vous imposer de leur envoyer votre business case avec des estimations de volume et tout ça, et ça peut vous freiner énormément aussi. Exactement, parce qu'ils doivent trouver trouver le pourquoi, l'important de se connecter avec vous. Exactement. Merci beaucoup pour ce point. Monsieur Jordan, je veux juste un peu
shifter ou basculer pardon, vers un autre côté, surtout celui de l'appui et de l'accès au financement par rapport au fintech aujourd'hui qui voudraient se lancer dans les solutions de paiement marchand. Aujourd'hui, nous voyons que la plupart des investisseurs, les business angels, les ventures, sont beaucoup plus anglophones et se focalisent aujourd'hui sur le marché anglophone. Si on regarde aujourd'hui la plupart des levées de fonds en Afrique, que ce soit en Afrique du Sud, soit en Égypte, soit au Ghana, au Nigeria, et rarement aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais les autres pays d'Afrique francophone sont laissés derrière. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, les fintechs congolaises devront tacler cette barrière-là d'accès au financement aujourd'hui? Alors là, c'est une question qui est plutôt complexe. Parce que ces problèmes de financement, ce n'est pas un problème qu'a seulement les fintechs. Et c'est un problème où toutes les startups qui sont dans des pays francophones souffrent de ces problèmes-là. Et donc, et je pense que déjà, ce qu'il faut faire, c'est que les startups doivent se réunir en réseau. Et en se réunissant en réseau, le travail qu'ils doivent faire, c'est d'abord de renforcer les connaissances du secteur des fintech chez les investisseurs. Donc, si c'est possible, les startups doivent créer des réseaux et en même temps organiser des activités au fait pour promouvoir au fait ces secteurs financiers-là, pour que déjà les investisseurs soient à même de comprendre les offres qu'ils ont. Déjà, ça c'est une piste de solution. Et en même temps aussi, il peut y avoir un problème de business model parce qu'on sent que toutes les plateformes qui se créent, ils s'orientent bien évidemment avec ces business models-là de paiement marchand. Mais je sens qu'il y a des business, il y a des start-upers qui sont dans la fintech aussi, qui sont en train de concevoir de produits financiers qui sont plutôt utiles, pertinents, adaptés aux besoins des consommateurs, mais qui innovent aussi dans leur business model. Et ça peut être aussi très, très intéressant pour les investisseurs. Oui, alors, je reste avec vous, M. Jordan, juste pour des éléments. Pensez-vous que l'informel aussi jouerait quelque chose dans le non-accès au financement étranger? Bon, peut-être, oui, peut-être. Parce que déjà, déjà, il n'y a pas que ces soucis-là de l'informel aussi. Parce que déjà, il faut s'assurer aussi que les populations qui sont, les investisseurs se disent, est-ce qu'il y a les populations qui sont, par exemple, difficiles à atteindre, comme les femmes et les ruraux pauvres, est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont déjà ces problèmes-là d'accès aux services financiers, mais est-ce qu'ils ont encore besoin de tous ces services-là, surtout les fintech? Et ils se disent, et aussi avec les gens qui sont dans l'informel, comment on fait? Parce qu'ils n'ont pas une nature peut-être juridique. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour eux aussi? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et je pense que toutes ces questions-là, il faut organiser des sessions, il faut réunir des fintech et des investisseurs qui doivent réfléchir sur toutes ces problématiques-là et se dire, mais on a un marché, on a 90 millions d'habitants, mais comment on fait pour fructifier ces marchés-là et créer de la valeur et créer de la richesse? Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Et ça fait partie moi je trouve l'idée de salon de e-commerce très génial où voilà, les acteurs doivent toujours se rassembler pour discuter de problématiques soit qui persistent ou soit des problématiques qui sont nouvelles dans l'écosystème. Mais aussi, peut-être je veux me tourner rapidement vers M. Boni. Je vois qu'aujourd'hui, quand même, il y a des initiatives au niveau de la RDC sur ce qui est du partage des success stories de FinTech. Aujourd'hui, qui ont participé aux derniers événements à Dubaï et d'autres qui vont participer aux événements à Paris sur les FinTech. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un bon moyen pour vendre l'écosystème de FinTech en RDC?
Oui, effectivement, les anglophones n'investissent pas parce que ce sont des marchés qu'ils ne connaissent pas, donc qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas les pesanteurs et ils ne voudront pas mettre leur argent dans des marchés ou des marchés qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Mais aussi, c'est un problème mondial. Quand vous regardez même en France, l'investissement en France, il est de loin inférieur par rapport à l'investissement sur les startups en Grande-Bretagne, par exemple, en Angleterre. Donc, c'est un problème mondial, c'est que la francophonie, elle est toujours en arrière par rapport aux zones anglophones en ce qui concerne le développement des startups. Et donc, il faut le comprendre et il faut réfléchir pour voir comment contrecarrer cela. C'est vrai, avec les différentes activités qui sont prévues, entre autres à Vivatech, dans quelques jours, mais aussi dans d'autres événements où les fintech congolaises ont pris part, ça permet de mettre en lumière un peu cet écosystème de la finance digitale en RDC. Nous-mêmes, nous l'avons fait avec les salons e-commerce et fintech. Nous avons créé des espaces B2I où les promoteurs de fintech ont pu pitcher des ventes des investisseurs locaux pour pouvoir voir dans quelle mesure lever des fonds, mais aussi voir dans quelle mesure améliorer leur pitch deck. L'idée pour nous derrière, c'est de voir dans quelle mesure développer un pool de compétences dans la fintech, que ce soit pour la création des fintech ou la création des métiers dans la fintech, qui permettra à ce qu'on soit avancé dans ce domaine-là au niveau de la RDC et faire en sorte que la lumière tourne vers nous en ce qui concerne les différents investissements qui viendront. Vous l'avez dit tantôt que dans les investissements en Afrique, il y a plus de 30% qui sont tournés vers les fintech. Et si nous essayons de mettre en ligne de bataille, nous pouvons voir dans quelle mesure nous pouvons grappiller ne serait-ce que le 5% dans les 5 prochaines années. Mais il faut définir un plan d'action et il faut que tous ensemble on puisse y travailler. Nous, dans les salons e-commerce et fintech, nous avons défini notre plan d'action, c'est que nous sommes en train de déployer. Nous l'avons fait pour la 3e édition qui vient de passer. Nous prévoyons également, avec la mission économique, en marge de Vivatech avec la mission économique, nous allons également visiter d'autres fintech partenaires en France. Et puis, nous reviendrons aussi l'année prochaine lors de la 4e édition du salon e-commerce et fintech pour faire en sorte que certaines fintech de l'Afrique centrale soient présentes, également que nous ayons des investisseurs qui viennent soit du Sénégal, soit d'Afrique du Sud, soit du Nigeria, mais aussi à travers le monde pour pouvoir voir dans quelle mesure investir sur les fintech congolaises qui réalisent du chiffre. Parce que 15%, comme l'a dit Madame Belinda, 15% de 90 millions sont des personnes actives qui ont du portefeuille, aussi petit soit-il, et qui peuvent effectuer des transactions, ne serait-ce qu'acheter le pain chaque matin avec la monnaie électronique. Maintenant, quelle fintech se positionne là-dessus et quelle est la stratégie derrière pour pouvoir brandir ces chiffres auprès des différents investisseurs. C'est sur ça que nous travaillons. Et derrière ça aussi, nous avons entrepris différentes masterclass. La première masterclass, nous l'avons tenue le 19 mai, où nous aidons d'abord les fintechs à comprendre le monde de la réglementation ici en RDC pour pouvoir être en ordre avec la Banque centrale, mais aussi savoir se préparer si ces startups prévoient de faire des pivots par la suite. Et ça permettra aussi, quand les investisseurs seront là, de pouvoir être en ordre avec la Banque centrale et de répondre directement aux demandes des différents investisseurs. Donc, c'est un peu ça mon apport par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Jourdan, j'arrive parce que je sais que vous êtes bien aligné sur tout ce qui est de la réglementation, la conformité avec la Banque centrale pour les fintech. Mais avant de venir vers vous, je pose juste une question de curiosité à Madame Belinda, au même moment que nous sommes en train d'atterrir. Nous avons vu qu'avec la COVID-19, qui n'a épargné presque aucun pays, les fintech ont joué un rôle très prépondérant dans les paiements marchands. Alors, vous qui êtes une actrice dans les paiements marchands en RDC, quelle a été la tendance en RDC et peut-être particulièrement pour ce qui concerne Flash?
C'est vrai que dans le reste du monde, les fintechs ont joué un rôle très important et sont beaucoup évolués par rapport à la situation. Mais malheureusement, en RDC, ça n'a pas été le cas, pour la simple raison que le taux de pénétration est faible, l'utilisation des marchands est faible. Donc, Covid n'a pas permis l'augmentation de l'utilisation des paiements à travers les marchands pour plusieurs raisons que nous avons citées précédemment. D'abord, qu'il n'y a pas, les marchands ne sont pas toujours disponibles, les problèmes d'infrastructure, l'électricité, l'accès aux smartphones. Donc, malheureusement, Covid, les fintechs n'ont pas eu un rôle prépondérant en RDC pendant la pandémie. Juste une autre question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les tarifs ou les taux des frais ou les paquets Internet, le coût très élevé qu'aujourd'hui encore, on pense que dans un futur très proche, vont encore augmenter, est-ce que cela ne sera pas encore très impacté en ce qui concerne l'adoption de solutions de paiement marchand? Évidemment, c'est clair. Hein, L'Internet coûte assez cher en RDC et cela, comme conséquence, effet boule de neige que voilà, l'adoption des marchands est faible. Si peu de gens arrivent à avoir accès à l'Internet, du coup, l'utilisation des produits qui sont liés à l'Internet est de ce fait faible aussi. Donc, vous avez touché un point essentiel. D'accord, merci beaucoup. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Jordan. Oui, on a parlé de beaucoup d'éléments sur les solutions des paiements marchands. Alors, est-ce qu'on peut parler de la régulation de paiements marchands en RDC? Qu'en est-il de la réglementation des solutions des paiements marchands en RDC? Monsieur Jordan. Il y a eu des grandes avancées. Déjà, il y a une loi qui est en train de se faire au niveau de l'Assemblée nationale. On est en train de travailler sur les cadres juridiques, ce qu'il n'y avait pas jusque-là. Et la Banque centrale est en train aussi de faire un grand travail et qui travaille aussi avec des agrégateurs, des centres de personnalisation de cartes, des fournisseurs, des canaux d'acquisition. Et donc, au niveau de la réglementation, il y a un très grand travail. Mais il y a toujours des défis, dans nos pays qui sont sous-développés, mais on sent qu'il y a un grand travail et il y a aussi une volonté politique qui vient et qui s'améliore déjà avec la création du ministère du numérique tout récemment. Et on sent que dans 2 ans, 3 ans, les marchés seront attrayants et il y aura un cadre juridique. D'accord, merci beaucoup. Et qu'en est-il aujourd'hui, parce que si les régulateurs congolais quand même est en retard, il y a quand même des risques parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a la présence des sandbox en RDC? Parce que je me rappelle, le dernier essai était avec USAID depuis 2018, où ils essayaient quand même de comprendre, de créer un cadre de sandbox pour comprendre les activités de FinTech. Mais jusque-là, ils avaient recruté des FinTech qui avaient fait le concours. Mais jusque-là, il n'y avait pas eu de suite. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà eu un peu accès à ce brouillon-là, mais quels sont les risques aujourd'hui si les régulateurs viennent avec une réglementation aujourd'hui alors qu'il y a 5 ans, 6 ans, il y a déjà des fintechs qui sont opérationnels? Monsieur Jordan, vous êtes là? Pardon, ça crachait un tout petit peu. Vous pouvez répéter la question? Oui, je parlais de cette peur ou conséquence, parce qu'on voit que le régulateur congolais vient de se réveiller sur la réglementation des solutions de paiement marchand. Et donc, il y a un retard. Oui. On s'est dit que ce retard ne sera pas sans conséquence
pour des fintechs qui sont opérationnels depuis 5 ans, 6 ans, voilà, quelle sera la conséquence sur leur activité? Bon, il y aura sûrement des conséquences, mais les fintechs n'auront pas de choix que de se réadapter et de se conformer aux règles qui seront précisées par la BCC et les autres agrégateurs. Donc, mais bon, je ne pense pas que les conséquences vont impacter dans les mauvais sens, parce que le but, tout ça, c'est de valoriser ces marchés-là, parce que les fintechs, bah, ils vont aider la RDC à atteindre ses objectifs liés à l'inclusion numérique. Je ne pense pas que tout ce qui va venir après va venir pour détruire les fintechs, mais bien au contraire, ce sera pour leur donner un coup de boost, leur donner un cadre juridique, et c'est seulement comme ça qu'on peut créer un climat des affaires qui sera propice aux investissements et au développement des affaires. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question pour atterrir. Et là, c'est une question à laquelle tous les panélistes vont répondre. Je commence par Madame Belinda. Selon vous, quelles sont les différentes recommandations pour améliorer l'adoption des paiements marchands sur la communication et l'éducation des utilisateurs congolais? À mon avis, il faudrait une grande campagne. Il faudrait une campagne pour communiquer sur ces différents types de paiements, pour éduquer les utilisateurs, et cela viendrait à faire une campagne nationale. Il faudrait, je pense, un support du ministère de l'Éducation, parce que nous vivons dans un monde de technologie. Et ces types d'acceptation de paiement, ces moyens de paiement digitaux font partie du monde actuel. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse le nécessaire, je pense, au niveau national et au niveau de chaque acteur pour parler de ces types de paiements, les faire connaître et éduquer la population à ce propos. Comme ça, en connaissance de cause, on aura plus d'utilisateurs finaux ou des institutions. D'accord, merci beaucoup. Je prends Monsieur Boni. Quelles seraient vos recommandations pour améliorer l'adoption des paiements marchands sur l'expérience client et la confiance à ces solutions? D'abord, il faut que la réglementation soit assez agile par rapport à certains points. Votre question précédente à M. Jordan demande c'est que la Banque centrale comprenne que la RDC fait des bancs de grenouilles et des sauts de grenouilles dans certains domaines. Je prends le domaine de la téléphonie, par exemple. Nous avons sauté l'étape de la téléphonie filaire en passant directement par l'accès au GPRS et ainsi de suite, GSM, GPRS et ainsi de suite. Et c'est la même chose avec le paiement. Donc aujourd'hui, en RDC, par exemple, nous avons sauté le gap des cartes Visa aux cartes Mastercard pour directement utiliser la monnaie électronique avec le mobile money ou le mobile banking. Et la Banque centrale doit comprendre que à son rythme, les fintechs ne vont pas évoluer parce qu'elles font, comme la RDC, des sauts de nuit. Vite, la technologie avance au niveau mondial, vite, elle s'adapte pour offrir au marché des offres par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, soit sur la crypto-monnaie, sur d'autres systèmes de paiement. Alors que la Banque centrale, elle gère à son rythme. Et ce qui fait que les fintechs ne sont pas très compétitifs dans ce secteur et ont du mal à développer leurs produits. Donc, sur la question de la sandbox, par exemple, ça doit vraiment être mis en pratique comme le fait, malheureusement, je donnerai l'exemple du Rwanda qui développe un bac à sable où pendant 3 à 6 mois, les fintechs peuvent développer des produits les plus innovants possibles et par la suite venir auprès de la réglementation pour pouvoir faire leurs demandes.
Le Maroc aussi fait la même chose avec une sandbox qui permet à ce qu'au bout de 6 mois, une fintech développe un produit, le plus innovant soit-il, qui fait les tests sur le marché et que sur base des résultats, qui viennent faire les demandes d'agrément. Et la Banque centrale doit faire de même, voir dans quelle mesure donner des mesures d'allègement pendant 6 mois aux fintech pour pouvoir développer des produits, les tester sur le marché, bien entendu avec des mesures de protection en ce qui concerne la gestion des capitaux, les blanchiments, ainsi de suite. Mais vraiment tester les marchés avec les produits les plus innovants et revenir auprès de la Banque centrale pour que la Banque centrale mette à jour l'instruction 40D par rapport au système de paiement électronique. Parce que cette instruction, déjà, elle doit être vraiment mise à jour par rapport à tout ce que je viens de dire, mais aussi la question du SLA dont a parlé Mme Belinda bien avant. Aujourd'hui, cette instruction parle de l'obligation de tous les intermédiaires ou les opérateurs dans les systèmes de paiement électronique de pouvoir offrir à leurs clients des mesures ou des canaux de discussion pour la gestion des incidents, par exemple. Mais cette instruction ne définit pas le délai. Donc, une banque peut gérer un incident pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Tant qu'elle est en train de gérer, le délai peut s'allonger comme il veut. Donc, cette instruction doit mentionner le fait que tel incident doit être géré au bout de 48 heures, quitte à l'opérateur ou à l'accepteur ou à l'intermédiaire de pouvoir prendre mesure des dispositions assez que les clients reçoivent son argent ou son chargeback en moins de 48 heures, ainsi de suite. Donc, ça permettra que les clients soient les moins réticents possibles. En ce qui concerne l'adoption, quelles sont les mesures quelles sont les mesures à prendre sur l'éducation, sur la confiance? Mais comme je l'avais dit tantôt, développer des plateformes dans les langues nationales, mais aussi faire en sorte que les paiements des services les plus basiques possibles soient faits par les moyens de paiement électroniques. Je parle ici de payer sa facture d'électricité, de payer sa facture d'eau, de payer son gaz, de payer son passeport, de payer sa vignette, de payer son assurance. C'est une imposition que l'État doit mettre en place. C'est une volonté politique. Un ministère avec le gouverneur de la Banque centrale imposerait par exemple de payer les passeports avec la monnaie électronique, de payer l'eau avec la monnaie électronique. Ça obligera à tous les assujettis de pouvoir ouvrir un compte mobile money, un compte mobile banking, recharger ces comptes-là et pouvoir tester ce paiement-là. Rien que ce test-là permettra une certaine adoption d'une certaine mesure. Et si ce test-là il est bon, ces messieurs qui payent 25 $ pour sa facture d'électricité chaque fin de mois, sera en mesure de payer 1 $ au cireur du coin de la rue. Sera en mesure de payer 0,5 cents à celui qui recharge son pneu chez l'Equado, ainsi de suite. Parce que déjà, il est habitué à payer sa facture d'électricité chaque mois et ce paiement-là l'a mis en confiance que voilà, il ne peut plus douter des paiements électroniques. Donc, c'est comme ça des mesures que l'autorité peut prendre comme décision pour pouvoir inciter les assujettis des services publics à pouvoir s'accaparer des moyens de paiement électroniques et les utiliser, les tester dans leur quotidien. D'accord, merci beaucoup, M. Boni. Je rappelle à tous les participants que vous pouvez écrire votre question sur la boîte juste à droite où on écrit question. Vous pouvez cliquer, dérouler et vous écrivez votre question et nous allons la prendre juste après 1 minute après l'intervention de M. Jordan. M. Jordan, est-ce que vous pensez que vous avez une autre recommandation que vous pouvez ajouter au-delà de celles formulées par Mme Belinda et M. Boni? Non, je ne pense pas. Mais je pense que je veux quand même essayer d'insister sur le fait qu'il faut renforcer les connaissances du secteur financier chez les citoyens, comme l'a dit Mme Belinda. Parce que la plupart du temps, on rencontre des citoyens qui ne sont pas à même de comprendre les offres des fintechs. Et ça, c'est très important. Peut-être qu'il faut, peut-être au niveau des fintechs aussi, il faut améliorer la communication, essayer de parler aux Congolais de chaque jour. Et aussi, en même temps, j'aimerais insister aussi sur le fait que
au FinTech, il faut concevoir de produits financiers qui sont utiles et pertinents. Okay? Parce que si ce n'est pas utile et pertinent, bon, ça ne sert à rien de développer ce genre de solutions. Parce que toutes les solutions, si on veut que les paiements marchands puissent se développer en RDC, bah, il faut que ces paiements soient adaptés aux besoins des consommateurs locaux. Parce que les besoins des consommateurs, des marchands, par exemple, ici en RDC, ce ne sont pas les mêmes besoins qu'au Québec, qu'en Ouganda ou qu'en France. Il faut que ce soit vraiment assez contextuel. Merci beaucoup. Vous venez juste de prendre un point très important, la conception des produits basés, centrés clients, basés sur les besoins des clients. C'est un point très important parce que oui, ça joue beaucoup sur les niveaux d'adoption. Alors, nous sommes arrivés à la fin de alors là, nous allons commencer avec la question des séances-réponses. Merci beaucoup pour ces éléments qui sont très importants et surtout la partie conception de produits basés sur les clients, les produits centrés clients qui participent au niveau d'adoption de produits. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Kate pour les questions, la dernière partie du séminaire. Kate, vous avez la parole. Merci Rocky, merci à nos panélistes pour ces brillantes interventions, pour ces intéressantes et enrichissantes interactions. Nous allons, comme tu l'as dit, passer à la session de questions et réponses. Nous en avons beaucoup, ce qui montre l'intérêt de nos participants pour cette thématique. Alors, la première question, c'est la suivante. Qui sont les régulateurs qui devront donner un agrément au FinTech et InsurTech? La Banque centrale ou alors l'ARCA? Monsieur Jordan? Moi, je peux répondre à la question. Vous pouvez répondre à la question? Je reprends. Donc, la question est la suivante. Qui sont les régulateurs qui devront donner un agrément au FinTech et les InsurTech? Est-ce la Banque centrale ou l'ARCA? L'ARC? Alors, au FinTech, c'est la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui donne les agréments par rapport aux différents services. Donc, si vous voulez faire du wallet, vous demandez l'agrément wallet. Si vous voulez faire de l'agrégation, vous demandez l'agrément agrégation. Si vous voulez faire du gateway, vous demandez l'agrément gateway, ainsi de suite. L'ARCA va vous donner plutôt l'agrément en ce qui concerne la SurTech. Mais encore que c'est un SurTech, comment vous faites pour gérer de la monnaie? Est-ce que vous allez gérer de la monnaie électronique? Alors là, vous aurez besoin des deux, de l'ARCA et de la Banque centrale d'abord. Mais aussi, il faut savoir que quand vous êtes une FinTech, quand vous utilisez les USSD, vous êtes obligé aussi de pouvoir avoir une autorisation de l'ARPTC. L'ARPTC qui gère tout ce qui est intégration avec des télécoms. Donc, il faut payer, il faut devoir souscrire à un agrément ou à une autorisation ARPTC pour utiliser les USSD. Merci, M. Jordan. Question suivante. Que faire par rapport aux arnaqueurs dans les nouvelles technologies, surtout dans nos pays en voie de développement? Les consommateurs ne courent-ils pas de grands risques? Question pour Mme Belinda. Merci, Kate. En fait, la seule, je pense, une meilleure manière de gérer le problème des arnaqueurs, c'est l'information. C'est l'information. Il faut que la population soit éduquée par rapport aux différents types d'arnaques qu'ils peuvent rencontrer. Et je pense qu'il n'y a aucune différence entre les pays de développement et les autres, si ce n'est que peut-être l'information circule mal. J'ai eu à travailler dans une banque précédemment où il y avait des vidéos, des programmes d'éducation pour leurs clients, pour les aider à connaître et à identifier les différents types d'arnaques. Oui, les consommateurs courent un grand risque, mais le risque est moindre quand ils sont informés et avertis.
Donc, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est le seul moyen de prévenir ces arnaques et de tomber dans le piège de ces arnaques. Si on les connaît et qu'on les comprend, on ne s'y fera plus prendre. Voilà mon opinion. Pour cette belle réponse. Je passe la parole à M. Maya pour la question suivante. Existe-t-il un environnement sandbox pour les fintech en RDC? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Vous devez demander les agréments avant tout lancement de produits fintech. Donc, il n'y a pas d'environnement sandbox pour l'instant. Merci, M. Maya, pour l'information. Donc, chers participants, vous l'avez bien compris, pas de sandbox pour l'instant en RDC. Question suivante. Est-ce que la FinTech offre une plateforme technologique comme IO, Bima ou MicroInsure? Pour Jordan. En RDC, pour l'instant, je ne pense pas. Mais je pense que M. Boni aussi peut m'aider avec cette réponse parce que M. Boni, c'est l'ami intime de toutes les start-upers dans le domaine de la fintech. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est un marché qui peut très bien marcher. C'est un produit, ce sont des plateformes qui peuvent très, très bien marcher en République démocratique du Congo, je pense. S'il peut y avoir des gens qui veulent s'investir dans les micro-insures. Monsieur Maya, on vous a tendu le micro. Oui, alors aujourd'hui, nous n'avons pas encore des startups qui sont dans l'assurance. Nous avons plutôt des assureurs qui veulent développer des solutions digitales comme application mobile et chatbot ou WhatsApp bot pour pouvoir discuter avec leurs assurés. Mais nous n'avons pas encore des startups qui sont dans les assurances pour l'instant. Alors, je ne sais pas si les textes d'ARCA permettent de faire déjà de l'assurance en tant que start-up, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore des exemples dans ce sens-là. Il faudra juste bien lire ce que dit l'ARCA par rapport à cela. Merci. Question suivante. Y a-t-il une juridiction ou réglementation sur le e-commerce en RDC? Monsieur Maya, vous gardez le micro. Y a-t-il une juridiction ou une réglementation sur le e-commerce en RDC? Alors, bon, il y a deux choses. D'un côté, on a la loi sur le e-commerce qui a été, que nous avons rédigée avec plusieurs acteurs de l'écosystème, qui a été soumis auprès de l'Assemblée nationale depuis 2019, je crois, début 2019, qui n'a jamais été, sur lesquels ils n'ont jamais travaillé. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas encore de juridiction, on fonctionne comme des entreprises ordinaires. Mais d'un autre côté, il y a la Banque centrale, je ne sais pas si ça a été fait sciemment ou pas, dans son instruction 42, qui mentionne comme acteurs ou intermédiaires dans les services de paiement les différentes fintech ainsi que les tenanciers des plateformes des ventes en ligne, qui veut dire les e-commerce, et que ces différents intermédiaires ou prestataires de services devront souscrire à des agréments. Mais dans les faits, je ne connais aucune entreprise e-commerce ou aucune plateforme e-commerce qui a déjà souscrit à un agrément auprès de la Banque centrale. Et je n'ai jamais entendu parler par la Banque centrale de rappeler aux e-commerçants de pouvoir passer par leur service pour pouvoir souscrire l'agrément pour évoluer, pour être en service. Mais l'instruction 42 considère les e-commerce comme des prestataires ou des intermédiaires dans les services de paiement et que normalement ils devaient souscrire à des agréments. Ça marche. Merci, M. Boni. On va à la question suivante. Pourquoi
Excusez-moi que je le lise bien. Pourquoi le temps de réponse en cas de problème lié aux transactions avec la carte prépayée est très long en RDC? Pour Belinda. Je pense que pendant le panel, on a évoqué ce problème, qu'il y a un problème d'harmonisation des SLA avec les différentes institutions partenaires. Les temps de vérifier la véracité de la plainte, où se situe le problème, par rapport aux différentes institutions, prend un temps certain qui fait que la réponse au client est impactée et prend un peu plus de temps. Et comme on avait dit, il s'agirait d'harmoniser ces temps de réponse avec le partenaire pour qu'ensemble, on puisse s'assurer qu'il soit le plus court possible pour répondre le plus rapidement aux clients. Parce qu'effectivement, si on a perdu de l'argent ou un paiement n'a pas été effectué comme souhaité, ça peut causer beaucoup de préjudice aux clients. Donc, c'est ça, on devrait vraiment penser à cette harmonisation pour améliorer la gestion des plaintes que l'on reçoit. D'accord. Merci Belinda. Alors, vous gardez le micro pour la question suivante. Est-ce qu'à votre avis, il y a un lien entre le Conseil permanent de la comptabilité et le paiement marchand dans la trésorerie des entreprises? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? La question est la suivante. Y a-t-il un lien entre le Conseil permanent de la comptabilité et le paiement marchand dans la trésorerie des entreprises? Je n'aimerais pas trop m'avancer sur ça. Je ne suis pas très familière avec le sujet. Donc, je ne sais pas si une autre personne pourrait donner une réponse plus appropriée. D'accord. Jordan, Monsieur Maya, des réponses par rapport à cela, à cette question? Moi, d'emblée, je dirais que non. Pas qu'il y ait. Oui, effectivement, Jordan, non? Tu peux aller. A priori, il faut vérifier a posteriori. Pardon, on n'a pas bien entendu votre réponse. Donc, je disais, je ne pense pas qu'il y ait un lien. Voilà. Mais moi, je pense, ça, c'est une réponse a priori. Il faut faire des vérifications a posteriori. D'accord. Alors, prochaine question, vous gardez le micro, Jordan. Alors, y a-t-il un médiateur à la Banque centrale pour les réclamations? Il y a un médiateur. Et le tout dernier rapport de la Banque centrale du Congo, c'était un rapport d'étude de protection client. Bah, et je pense qu'ils ont spécifié pas mal de détails à l'intérieur. Je pense que si vous allez sur Google, vous tapez juste rapport étude protection client et puis vous intégrez les termes médiateurs. Je pense que le PDF sortira. Carrément, je peux l'envoyer aux organisateurs et puis ils vont vous l'envoyer par mail. Merci beaucoup. Alors, on a une prochaine question. Est-ce que vous pouvez encore nous donner les intermédiaires qui permettent d'avoir les API des réseaux télécommunications? Donc, Jordan, vous gardez la main. Est-ce que vous pouvez encore nous donner les intermédiaires qui permettent d'avoir les API des réseaux télécommunications? Tout récemment, j'étais au salon salon FinTech et e-commerce qui est organisé par Monsieur Bonny et je pense qu'il y avait un intermédiaire, mais j'ai oublié son nom. Mais je pense que Monsieur Bonny peut avoir le nom en tête. Il y avait un intermédiaire dans les salles. D'accord. Monsieur Bonny? Oui, vous avez MFS Africa. MFS Africa, donc. Vous avez Myriad. Il y a également FreshPay qui sont là. Il y a aussi Avada Pay aussi qui sont là, qui ont déjà des API et qui peuvent mettre à disposition des fintechs qui veulent se lancer
pouvoir utiliser déjà les différentes interconnexions avec les banques et les télécoms. Merci, M. Boni. Vous gardez le micro. Une question, c'est, il y a le régulateur ARPTC qui exige l'agrément d'être intégrateur, même si vous n'utilisez pas un USSD. Pourquoi cela? Ça dépend du service intégrateur en tant que fournisseur de solutions informatiques ou bien en tant que fournisseur de solutions de paiement électronique. Parce qu'il faut savoir que la RPTC impose également des agréments en termes de fourniture de solutions informatiques pour les intégrateurs de logiciels, pour les tenanciers de serveurs ou des réseaux câblés ou des réseaux Wi-Fi, ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils demandent ces agréments-là. Mais dans ce qui concerne la FinTech, c'est plus l'autorisation quand vous utilisez des codes USSD. Entendu. On va prendre quelques contributions aussi. On n'a plus de questions pour bon, on a une question, mais couplée à une autre contribution. On a Madame Dorcas Mulumba qui disait ceci. Vu l'historique des relations des Congolais avec les faillites des institutions financières, travailler sur la relation de confiance est un point majeur. Ceci passerait, comme vous l'avez dit, par la gestion effective des plaintes et l'amélioration de la transparence. Langue nationale, langage simplifié, image échouée. Je m'interroge alors sur la synchronisation des opérations entre le moment où on paie et celui auquel le commerçant reçoit le paiement. Est-ce que l'utilisation des paiements marchands rend-elle efficace les achats pour les clients? Madame Belinda, est-ce que vous nous répondez à cette question? Est-ce que l'utilisation des paiements marchands rend-elle efficace, entre parenthèses, le temps, les achats pour les clients? Oui, cela rend efficace. C'est un gain de temps évident. Si au lieu de se déplacer, ou surtout pour les achats en ligne, pour moi, c'est évident, ça rend plus efficace. Il n'y a pas de doute. Et aussi, même les commerçants qui ont des points de vente physiques, s'ils ont un point de marchand, ça veut dire que peut-être qu'ils peuvent percevoir des paiements par mobile money si les clients n'ont pas des cash. Et donc, ça, c'est aussi une valeur ajoutée. D'accord. Monsieur Jean de Dieu Mazenzo nous disait que derrière la ligne verte, il faut avoir des hommes soumis au vrai target et assessment. Le problème de retard de résolution des réclamations des clients est plus lié aux hommes qu'aux vraies capacités techniques et procédures à le résoudre. C'est son avis, on le prend ainsi. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire par rapport à cette contribution de Monsieur Mazenzo? Sinon, je vais à la dernière contribution que j'ai. Il peut y avoir un problème des compétences, mais moi, je pense qu'il y a plus un problème il y a trop de requêtes, au fait. Et les fintech n'ont peut-être pas les moyens d'engager des call centers où il y a plein de monde, où ils peuvent traiter des dossiers, des requêtes en 1 minute ou en 1 heure. Il y a ces problèmes-là, mais il y a aussi un problème il y a trop de demandes. Voilà. Parce qu'imaginez que si une personne était bien informée, il pouvait à lui tout seul changer son mot de passe. Mais il y a des gens qui peuvent appeler pour juste parce qu'il veut tout simplement changer un mot de passe ou qui se heurte à un problème qu'il pourrait résoudre lui-même en lisant une documentation ou en s'informant en ligne. C'est aussi ces problèmes-là. Donc, je pense qu'il y a déjà un problème. Il y a trop de requêtes à résoudre. Et il peut aussi y avoir un problème d'information. Donc, il faut que les gens doivent être suffisamment aussi informés pour pouvoir être assez autonomes. Au cas où les problèmes peuvent être résolus par eux-mêmes, bien évidemment. C'est bien vu, merci Jordan. Alors, un de nos participants nous a dit qu'on n'a pas forcément abordé la problématique liée au contrôle de la masse monétaire dans les paiements marchands.
Est-ce que, et il disait que c'est un fait indéniable parce que les sociétés de télécom semblent concurrencer les banques classiques. Un mot à dire sur cela, la problématique liée au contrôle de la masse monétaire dans les paiements marchands. Bon, moi, je peux sauter dessus en disant que, en ce qui concerne les paiements marchands, les télécoms ne travaillent pas seules. Elles sont obligées de travailler avec certaines banques en termes par exemple, en termes des bureaux de change sur leurs applications mobiles ou bien d'autres transferts du côté de l'interopérabilité. Mais bon, d'emblée, comme ça, il y a des règles qui sont régies par la Banque centrale, et c'est la Banque centrale qui dit, voilà, qui a l'option ou qui a le droit de gérer tel volume, ainsi de suite. La concurrence, elle est bonne tant que tous les acteurs s'y retrouvent. Donc, mais je sais que chacun des acteurs est obligé de verser également une certaine somme d'argent en compte séquestre auprès de la Banque centrale. Je crois que c'est 25 millions pour les banques, pour les télécoms, je dois vérifier. Je crois que c'est pas très loin de 5 ou de 5 millions, je dois vérifier ça. Donc, ils aient le droit de faire de la monnaie électronique. Mais bon, c'est la Banque centrale qui doit décider sur ça, et je crois que c'est une question qu'on poserait bien auprès d'un acteur, d'un agent représentant de la Banque centrale. Merci, Monsieur Maya. Alors, on va conclure notre session questions et réponses avec deux dernières contributions. La première est celle-ci. Aussi longtemps qu'il y aura des caissiers, des structures censées accepter les paiements électroniques, qui les refuseraient, la préférence au cash ne changera jamais en RDC. Et ensuite, la dernière contribution qu'on va prendre avant de clôturer notre session, c'est un moyen d'éduquer la population au paiement électronique, c'est de créer la contrainte. L'État peut jouer un grand rôle là-dessus. Si on impose à la population de payer électroniquement, cela va aider à créer l'habitude. Les opérateurs de télécom mobile l'ont bien réussi. On n'achète quasi plus une carte à gratter pour recharger les crédits de communication ou activer les forfaits. Je suis totalement d'accord avec cet avis. Alors, je vais repasser maintenant la parole à Rocky Abdul pour clôturer cette session. Encore une fois de plus, merci à nos panélistes pour leurs brillantes interventions et merci aux participants aussi pour ces différentes questions et ces échanges. Oui, alors merci beaucoup, Kate. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci, Monsieur Boni. Merci, Monsieur Jordan. Merci, Madame Belinda. Alors, Monsieur Jordan, un dernier mot. 10 secondes, s'il vous plaît. Alors, je suis très content de ce webinaire. Ça a été très instructif pour moi aussi. J'ai appris un peu plus sur les secteurs financiers, sur le mobilier. Et merci à mes co-panélistes, Madame Belinda et Monsieur Boni. Ok, voilà, merci. Madame Belinda et Monsieur Boni. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur Boni, un dernier mot, s'il vous plaît. Oui, merci de l'opportunité, Rocky et Kate. Merci également aux co-panélistes. Merci à Belinda, merci à Jordan. Le sujet était très intéressant. Les questions également ont été nombreuses. Nous espérons avoir répondu à la quasi-totalité. Sinon, nous restons disponibles via les différents canaux de communication pour pouvoir approfondir la communication avec ou les échanges avec d'autres participants qui voudront bien.
Merci beaucoup, Monsieur Boni. Je vois Madame Belinda du souci de connexion. Alors, merci aussi à tous les participants et à ma collègue Kate pour le support. Nous continuons la conversation sur nos pages de réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Écrivez-nous aussi, nous sommes disponibles et nous restons à votre disposition. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.